Ok, on est parti. Bonjour à tous. Salut Brice. Salut tout le monde, salut Jérémy. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ben, je t'en prie avec grand plaisir. Donc, on va démarrer les présentations. Donc, pour tout le monde qui ne nous connaît pas ou qui rejoindrait la chaîne. Donc, moi, c'est Jérémy. Je suis un ancien ingénieur et je me suis reconverti dans la naturopathie à 4 ans, ce qui est devenu une véritable passion. Et donc, ici, vous êtes sur Vitali TV, une chaîne où on se pose avant tout des questions sur la santé et la nutrition. Et tous ces sujets connexes. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Brice. Donc moi, je t'ai découvert principalement d'abord via tes posts Instagram et plus tard, j'ai découvert tes articles de blog que j'ai trouvé très bien écrits, notamment celui sur le lait cru. Tu avais Ah ouais. écrit un grand article sur le lait cru vraiment bien détaillé et c'est comme ça que j'avais un petit peu découvert ton travail et donc je savais que Ouais. tôt ou tard, on allait se parler. Ouais. Voilà. Et après, je t'ai vu intervenir chez Christian Péten. Et donc après, voilà, Yes. la boucle était bouclée. Et bon, je savais que on avait quelqu'un d'intéressant. Est-ce que tu peux, toi, donner des éléments qui te concernent pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors oui, donc moi c'est Brice, je suis naturopathe. Naturopathe suite à... Alors moi je suis pas du tout issu de la santé naturelle au départ. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie. Je suis beaucoup intéressé à tout ce qui était high-tech, avec une mouvance un peu transhumaniste, tout ce qui était robotisation. Donc tout un mouvement de la société d'aujourd'hui qui s'oriente vers un milieu un peu déconnecté des fourments naturels. Et lorsque j'étais encore en poste, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en plus à la santé naturelle. Donc j'ai commencé par Thierry notamment, et puis d'autres. Et petit à petit, je me sentais aussi en décalage parce que ce rythme qu'on peut avoir quand on bosse sur un rythme 7 jours sur 7, on a une espèce de métro boulot dodo, de routine qui nous déconnecte un peu de la réalité. Et en fait, moi, plus j'avançais dans l'âge et plus moins ça allait. Et j'ai eu besoin à un moment donné de me reconnecter à quelque chose. Donc, je ne savais pas trop vraiment ce que ça pouvait être. Mais en tous les cas, je sentais que ça passait par la santé naturelle. Et à cette époque, je suis beaucoup intéressé à l'hormèse, via la chaîne Vérisme TV de Pierre. Et c'est par l'hormèse en fait que j'ai repris contact avec les éléments naturels. Donc j'ai eu une opportunité à un moment de pouvoir partir de la société dans laquelle j'étais. Et là, j'ai mis le pied dans cette reprise de contact qui est passée par les bains froids. Donc les bains froids que je pratiquais dans les milieux naturels. Et là, ça a eu une faculté, si tu veux, de me reconnecter à certaines valeurs ou certaines choses que j'avais oubliées. Et de là, j'ai basculé dans l'envie de me former en santé naturelle et j'ai fait une école de naturopathie française standard, hein. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai désappris aussi beaucoup de choses en même temps. Euh, et surtout, j'étais dans l'idée, si tu veux, de vraiment comprendre ce pourquoi nous sommes réellement faits en tant qu'espèce Homo sapiens. Et donc, du coup, ça m'a amené à aller un peu creuser côté paléanthropologie. Je me suis intéressé aux travaux de Jean-Jacques Hublin, de Mickey Bendor. Bien sûr, après, il y a eu la vague Weston Price avec son livre qui a suivi. Et en fait, là, j'essayais de rechoper des éléments, des données un peu anthropologiques pour voir si ça collait un peu avec le discours naturopathique. Donc, il y a pas mal de choses qui ne collaient pas, d'autres qui collaient. Donc j'ai investigué un peu ces deux voies que j'apprenais la naturopathie puis la paléoanthropologie et puis j'ai creusé davantage encore ce sujet et ça m'a amené d'une part par l'hormèse, et si tu veux, à reprendre contact avec la capacité d'adaptation qu'on a en nous parce que dans l'évolution de l'être humain, on était soumis à un environnement qui nous mettait sous contrainte et cet environnement-là a fait en sorte qu'on a dû s'y adapter. L'hormèse a été mon sujet de fin d'études et du coup, j'ai mis en relation, si tu veux, le contexte aujourd'hui dans la société contemporaine où on est plus des patates de canapé, hein, des coach potatoes, Couch potato, ouais.
où on a cette surabondance de nourriture et puis une sédentarité très claire qui empêche justement d'avoir des processus adaptatifs suffisamment endurcis pour pouvoir nous adapter aux situations un peu aléatoires qui arrivent dans notre environnement. Et pendant cette période, il y a tout un contexte aussi de vécu par rapport à la condition mondiale qui m'a fait mettre en lumière qu'on n'était pas du tout adapté à des événements un peu chahutants dans notre environnement. Et du coup, par l'hormèse, j'ai trouvé un terrain, si tu veux, notamment par la mytohormèse, c'est l'hormèse au sein de la mitochondrie, qui m'a amené à explorer, à expérimenter et un peu à comprendre tous ces phénomènes hormétiques. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour ma part, on est dans une certaine dégénérescence par une incapacité à à s'adapter à notre environnement. Et il y a un écart qui est en train de se faire entre nos besoins naturels, ce pourquoi nous sommes réellement faits, et l'environnement un peu artificiel dans lequel on vit. Donc tout ça, ça m'a amené, si tu veux, un cheminement où aujourd'hui, j'accompagne les gens sur deux aspects. Ça va être l'aspect d'un complément naturopathique classique, avec une grosse approche, on va dire, métabolique. Et dans ce cheminement, je me suis intéressé aussi aux ondes. Donc je suis aussi ce que j'appelle conseiller en hygiène électromagnétique. Parce que dans l'environnement qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas l'environnement du paléo. Cet environnement, il a changé, c'est plus du tout le même. On est dans un environnement qui est extra pollué. Et il y a une condition environnementale qui monte en flèche depuis déjà 200 ans, et pas depuis la 5G, c'est les ondes électromagnétiques artificielles qui viennent chahuter un peu ce principe vitaliste qu'on apprend en naturopathie, où, pour ma part, il y a cette vitalité qui est issue de champs électromagnétiques naturels. Et ces champs électromagnétiques artificiels viennent, en quelque sorte, un peu parasiter ces champs électromagnétiques naturels. Et donc, du coup, vu l'émergence aussi de tout ce qu'on pouvait voir dans notre environnement avec les antennes 5G qui poussent partout, j'ai voulu un peu m'intéresser à comprendre s'il y avait des réels impacts. Donc, du coup, voilà, je suis beaucoup intéressé et à aller mesurer ces effets-là avec des appareils précis étalonnés qui permettent justement d'avoir des niveaux et voir un peu comment ça se passe dans les habitats. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi dans ce sens les personnes pour prendre soin de leur hygiène électromagnétique chez eux, et surtout dans le coin nuit, pour être sûr que le corps ait les capacités de retourner à l'équilibre pendant la nuit, parce qu'on peut être catabolique la journée, vu qu'on vit dans un contexte qui est quand même hyper stressant. Hmm. Ça, c'est OK. Par contre, la nuit, il faut qu'on ait la capacité de pouvoir se régénérer. Et c'est pour ça que je mets un gros focus sur le coin nuit, pour qu'on puisse justement avoir cette capacité homéostasique de l'organisme à retrouver son équilibre. Donc voilà, c'est tous ces sujets, si tu veux, qui font qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est phénomène ondulatoire. Ouais, J'ai commencé par l'artificiel et maintenant je m'intéresse beaucoup plus aux ondes naturelles. Voilà, tout se lie avec un point central qui est la mitochondrie dans tout ça. d'accord. Moi, il y a une question que j'aime bien poser aux gens au début. Donc, on sait tous que voilà, on n'invente rien au niveau de la connaissance, on ne fait Ouais. que transmettre et faire des liens entre des auteurs, des influences, des études, etc. Si Mm. tu devais donner, toi, bon, je sais qu'il y en a forcément beaucoup, mais si tu devais donner les auteurs principaux qui ont influencé ta pensée, tu mettrais qui dans la liste? Il y en a tellement. Si je parle de naturopathie, moi, c'est l'ami Robert Masson, Ok? qui m'a impacté parce que lui, il est arrivé au moment où je touchais le fait qu'il y avait quelques dissonances par rapport au courant naturopathique. Et il est venu mettre un peu en lumière certaines choses par rapport à ça. J'ai bien aimé aussi l'énergie qu'il dégageait. Il y a quelque chose en tout cas qui me parlait dans l'énergie qu'il dégageait. Enfin, c'était assez fort quand on voit sa vidéo, un pistolet dans l'assiette. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui l'anime en tout cas. Ouais. Donc, j'ai lu tous ces bouquins, bien évidemment. Après, j'étais dans le courant naturopathique très classique, avec des vieux livres de Paul Carton. J'aimais bien aussi la vision holistique de Daniel Kiefer. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu Weston Price et tous ces livres un peu paléo.
Et après, j'ai très vite basculé dans ondes, mais plus ondes naturelles. Et là, ce qui m'a marqué, c'est les livres de Georges Lakoffsky. Lakovski, ouais. Ouais. Parce que là, il faisait un lien très clair entre l'homme et l'électromagnétique que nous sommes et l'environnement dans lequel on habite. Et après, ça a été jalonné de d'autres auteurs comme Simoneton, par exemple, qui lui va parler de la radiation des aliments. Ouais. Donc, quelle est la biovitalité des aliments, quel est le niveau de biovitalité. Donc ça venait un peu en choc avec tout ce qu'on apprend dans l'alimentation ancestrale, parce que moi, ma base d'accompagnement reste Mm, l'alimentation ancestrale. Parce que pour moi, il y a mm, des vrais principes auxquels j'adhère, mm, on va certainement en discuter. Mais il mm, manquait un peu une note, si tu veux, par rapport à quelques phénomènes qu'on peut admettre, mm, du sens où certaines personnes qui sont frugivores, frugivores, ou en tout cas qui ont une majorité, par exemple, de glucides, mm. fonctionnent très bien. Euh, D'autres, pas du tout. Beaucoup ne fonctionnent très mal, mais certains fonctionnent très bien, malgré tout. Donc ça attise ma curiosité, parce que ces gens-là, il ne faut pas les mettre de côté, parce que les ignorer, c'est oublier une partie d'une essence, d'une essence commune, d'une certaine manière. Et donc, du coup, voilà, ce livre-là m'a assez marqué, parce qu'il a aussi organisé derrière tout un autre cheminement Ouais. par rapport à l'alimentation. Voilà, qui vient aujourd'hui un peu se regrouper entre l'alimentation ancestrale et tout ce que j'appelle radio-vitalité, quoi. Ok, d'accord, intéressant. Du coup, je te propose de faire le lien avec une phrase donc, que j'ai notée, que tu nous as dit tout à l'heure, c'est pourquoi sommes-nous faits? Hein, Ouais, pourquoi sommes-nous faits? Et du coup, on c'est va propre le pouvoir champ. Ouais. décliner cette phrase au niveau alimentaire, hein, déjà parce que les gens adorent quand on parle d'alimentation, mais parce que c'est un Yes. sujet passionnant. Donc Ouais. la question qu'on pourrait se poser, c'est pour quelle alimentation sommes-nous faits? Quelle est l'alimentation qui nous permet de prospérer en tant qu'être humain? Et donc, moi, je voulais commencer par discuter avec toi de ce qu'on pourrait appeler le dogme alimentaire. Donc, le dogme Yes. alimentaire, ça pourrait être des affirmations incontestables qu'on se pose Ouais. par rapport à l'alimentation, du style, ouais, je sais pas, tous les légumes sont mauvais, tous les fruits tous les fruits actuels qui sont des produits de la main de l'homme, hein, ce qui est une réalité, sont mauvais pour nous. Voilà, des choses comme ça, mais on pourrait tourner les choses dans l'autre sens avec un point de vue vegan, du style, toutes les viandes cuites sont mauvaises, et cetera. Enfin, voilà, on peut tourner ça dans tous les sens, comme on veut. Et je me suis noté aussi une petite phrase. Moi, quand je fais une classe prépa, hein, quand avant de faire mon école d'ingénieur, et Yes. mon prof de physique, il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il me disait, vous devez être sûr de ce que vous savez. En gros, voilà, quand apprends des choses, donc on avait différents exercices, on avait des cols, des examens, etc. Quand vous écrivez quelque chose, vous devez être sûr de ce que vous savez. Et je trouvais cette phrase marrante. Et à la fois aujourd'hui, je la remets en question parce Mm. qu'on en avait discuté un petit peu au téléphone. Et voilà, plus j'avance, plus je me Mm. rends compte que c'est pas que je suis c'est pas que c'est pas que mes croyances sont fausses d'avant, mais c'est que au plus j'avance, plus je me rends compte que tout est beaucoup plus complexe. En fait, Ouais. c'est comme un cerveau, tu sais, qui grandit, qui se rend compte que ce qu'il pensait quand il était enfant, c'est pas forcément faux, mais c'est juste qu'avec des nouvelles connexions, tu vois les choses tout simplement Mm. d'une différente manière. C'est Donc, ça. moi déjà, la première question que je voulais te poser par rapport au dogme alimentaire, parce que je sais qu'aujourd'hui, on a tous des dogmes alimentaires, on a tous des croyances, Yes. mais moi, j'en ai conscience. Est-ce que toi, actuellement, tu as des dogmes alimentaires, tu as des choses sur lesquelles tu es sûr et certain? Oh, malgré Non, toi, hein, ça pourrait être malgré toi, hein, par exemple. non, non, j'ai aucun dogme alimentaire. Non, je D'accord. plaisante. Non, je plaisante quand je dis ça. Clairement, c'est pas possible parce qu'on a une pensée qui est globalement assez dogmatique et c'est très difficile. Alors, moi, j'essaie d'être sensible, si tu veux, au dogme par Ouais, rapport à l'alimentation, mais je me suis déjà piégé au moins 2 fois, hein, dans mes croyances par rapport à l'alimentation. Ça, ouais. c'est clair, ça, c'est vu. Donc, je peux encore me faire piéger. Enfin, je vais pas me leurrer. Tu vois, si tu veux, je suis sûr que je vais me faire piéger encore une fois.
Mais bon, je me dis que c'est pas grave parce qu'en même temps, ça me permet d'avancer. À chaque fois, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à mes croyances. Ouais, Le plus difficile, c'est pas de croire, c'est de défaire ces croyances. C'est ça qui est le plus difficile, hein, parce qu'une fois qu'on a des croyances, des convictions, on est sûr que c'est la vérité. Et on essaye justement de faire adhérer les gens par rapport à sa propre vérité, alors que les ouais, gens ont leur propre vérité. Et c'est bien dommage parce que du coup, ça crée déjà des relations un peu clivantes entre les gens qui vont parler de santé naturelle et d'alimentation. Et ça va peut-être aussi amener la personne qu'on accompagne sur le mauvais chemin, parce que voilà, notre vérité de thérapeute, d'accompagnant n'est pas celle forcément de nos patients, de nos clients plutôt. Donc, sur le dogme alimentaire, moi, si tu veux, bon, j'ai testé quelques diètes, j'ai surtout testé cétogène. combien de temps? J'ai fait un peu plus de 6 mois, Ok, 6, 7 mois. ok, Bon, je l'ai fait 2 fois et je vais le refaire encore. ouais, Si tu veux, moi, ce que je prône surtout, c'est la flexibilité métabolique. ouais, Peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir mon nouveau dogme. Je ne sais pas, c'est possible. Mais cette flexibilité sous-entend qu'il y a des périodes dans l'année où on est fait plus pour consommer des glucides et d'autres périodes où on est plus fait pour consommer des lipides. Euh, Moi, dans ce que j'ai vécu par rapport à cétogène, si tu veux, j'ai eu je voulais le faire pendant le début d'automne. C'est comme ça que j'ai attaqué. ouais, Donc j'ai attaqué début d'automne et l'idée, je me suis fixé fin février, tu vois, fin d'hiver, début de printemps. ouais, Et en fait, c'était une très bonne expérience que je me suis senti très cohérent, en cohérence avec mon environnement. Si tu ouais, veux, cet apport de matière grasse en plus me convenait. C'était en plus une période au moment où je faisais pas mal de bains froids pendant ces périodes-là. Et le mix, si tu veux, cétogène, bain froid, m'allait très bien, quoi. Après, ça s'est dégradé au fil des mois, ok, cette alimentation cétogène, alors que j'étais persuadé que c'était l'alimentation d'Homo sapiens, vraiment de ce qui a contribué à son évolution. ouais, Aujourd'hui, je ne suis plus d'accord avec. Enfin, c'est pas que je suis plus d'accord, mais je modère un peu ce propos-là. ouais, C'est juste un peu curseur. Et en fait, moi, si tu veux, comment je l'ai vécu, alors il y avait des grands moments où effectivement j'avais vraiment les corps cétoniques qui venaient nourrir mon cerveau, où là j'avais un focus, une capacité de concentration qui était vraiment très intéressante. ouais, J'ai eu un temps d'adaptation qui était relativement long. J'ai fait cette cétogène en me mesurant, je mesurais mes corps cétoniques, le travail d'hydroxyglutyrate. ouais, Je mesurais ma glycémie, tu vois, j'essayais de monitorer les choses et de faire en sorte d'être sûr d'être en ouais, cétose, d'être ouais, assez profonde, tu vois, parce que c'est ce que je voulais aussi expérimenter. ouais, Et effectivement, j'ai eu des élans, si tu veux, qui m'ont enthousiasmé par rapport à cétogène, dans l'état dans lequel je pouvais me trouver. ouais. Et notamment, si tu veux, c'était cette clarté mentale. Et juste une petite question, je te coupe. Avant de faire Ouais. le cétogène, tu avais une alimentation qui était comment? Avant cétogène, j'ai eu au tout début un peu de crudivorisme qui m'a pas apporté grand-chose. Et après, j'étais un mix un peu omnivore, si tu veux, où je commençais à réintroduire pas mal d'alimentation carnée. D'accord. Mais j'étais sur une base, si tu veux, où là, je mixais un peu ce qu'on apprenait en naturopathie. Ouais, Donc, pas mal de jus. Je m'étais acheté un extracteur, comme beaucoup en école de naturo. Et je faisais mes petits jus, j'ai mes graines germées, j'essayais de ramener du cru. Mais ouais, j'avais en même temps, voilà, de toute façon, j'ai toujours un peu cette appétence par rapport aux produits carnés, tu vois. ouais, Donc, j'étais un peu dans ce mode alimentaire-là, ok, où, où, si tu veux, je ne trouvais pas forcément de grands bénéfices. C'est pas le truc, waouh, vraiment, c'est le game changer de fou, pas du tout. Et cétogène, ouais, cétogène, ça a changé. Je sentais qu'il se passait beaucoup de choses. Cétogène, voilà, ça bouleverse le métabolisme, c'est évident. Et du coup, cétogène, au bout de quelques mois, je dirais 3 4 mois, je commençais sérieusement à avoir des problèmes de sommeil. Polyurie, bien sûr, voilà. ouais, Je me levais pour aller aux toilettes, et jusqu'à avoir carrément des douleurs au niveau des reins. Ça, c'était au bout de 5 6 mois. ok,
et si tu veux, un niveau de glucides, de glycémie le matin qui était très, très fluctuant. Ouais. Alors, j'ai jamais rêvé, si tu veux, avoir vraiment une glycémie très, très, très stable, même si ça l'est, parce que j'ai aussi ce tempérament. Tu sais, en naturo, je suis un peu un nerveux, tu vois. En tout cas, un neuroarthrite, tu vois, qui est très soumis, qui est très influencé par le cortisol. Il faut que je Ouais. fasse attention, si tu veux, à ce cortisol-là. Ouais. Je sais que le moins de facteurs dans ma vie qui est un peu stressant ou un mauvais sommeil, Ouais. ça va impacter tout de suite mon cortisol et ça va impacter ma glycémie. Ouais. Et je me suis aperçu tout de suite que dès que j'avais ces fluctuations de cortisol en cétogène, j'arrivais à sortir carrément de cétose par moment. Ouais. Et je produisais très peu de corps cétonique. Et du coup, j'avais une glycémie qui fluctuait un peu trop. Ouais. Donc voilà, j'ai joué avec ça pendant un temps pour essayer de comprendre. Ça a mis en lumière, c'est que j'avais cette composante, un peu ce déséquilibre de mon tempérament lié au Ouais. cortisol. Ouais. Ça, c'est clair. Et ça, je pense que c'est une donnée, si tu veux, qui est essentielle parce que les gens qui sont un peu de ma nature, qui sont dans cétogène, c'est un long chemin, ça va mettre du temps pour qu'ils s'adaptent. Et c'est pas sûr qu'ils s'adaptent. Et ça va peut-être plus créer de stress que de bénéfices. Ouais. Et du coup, euh, ça remet aussi en valeur de s'interroger s'il n'y a pas aussi de l'inflammation physiologique, tu vois, qui crée ce cortisol. Enfin, du coup, tu t'interroges sur ta propre santé, Ouais. voir un peu métaboliquement qu'est-ce qui bloque. Ouais. Et donc moi j'ai arrêté fin février parce qu'il y avait, voilà, je sentais que ça allait plus vraiment. Et Ouais. puis j'avais aussi cette envie de stopper, je sais pas, j'en avais marre, si tu veux, de manger autant de gras. Mm. La problématique du sel, parce que voilà, en cétogène, on sait qu'on doit rajouter énormément d'électrolytes, hein, Mm. pour obtenir les minéraux. Moi, j'y arrivais pas. Je trouvais pas ça normal de rajouter autant de sel dans mon alimentation. Mm. Donc, je le faisais, mais je le faisais très peu, pas en quantité Mm. suffisante. Donc, je Mm. pense que ça a été aussi un frein, si tu veux, à continuer cétogène. Mm. Et après, du coup, je suis passé sur une alimentation où là, on arrivait au printemps et j'avais beaucoup plus envie d'aller vers les glucides, tu vois, Ouais. naturellement. Donc, j'ai commencé à introduire un peu plus de fruits, voilà, quelques légumes sélectionnés. Et après, j'ai reproduit le cétogène, mais pas par dogme, mais par envie, pour voir comment ça se passait pour moi. Ouais. Donc, la saison d'après, à peu près au même moment, tu vois, c'est septembre-octobre. Et là, j'ai lâché un peu les mesures et je suis allé plus à la cool, si tu veux, plus au feeling, en fait. Et là, ça a mieux marché. Donc, je suis incapable de dire si j'étais en cétose profonde, mais en tout cas, je produisais des corps cétoniques, ça c'est Mm. évident. Et j'avais plus du tout ces désagréments que je pouvais avoir lors de ma première période d'essai. Et là, aujourd'hui, bah, c'est pareil, hein, tu vois, là est revenu le printemps. Pareil, ça ne me disait plus. Même la viande, à un moment donné, je sais que ça m'a un peu. J'en avais marre. Et là, je suis passé aussi naturellement dans une alimentation un peu plus glucidique Mm. depuis ce printemps-là. Donc là, je suis plus du tout en mode cétogène. Mm. Et ça me convient. Pour l'instant, ça va. Donc Ok. j'essaye d'un peu, si tu veux, de voir comment je peux m'adapter un peu au changement de saison. Et surtout être en relation avec mes ressentis. Ouais. Parce que, tu vois, bouffer du gras ou des bouillons d'os quand il fait 40 degrés dehors, euh, tu vois, si tu veux, bon, ça me fait pas kiffer plus que ça, quoi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Non, mais comme toi, moi aussi, je suis passé par pas mal de dogmes différents. Je suis rentré par le crudivorisme et l'alimentation vivante dans la naturopathie, donc végétarisme d'abord, puis végétalisme, crudivorisme. Donc j'étais persuadé, hein, que les produits animaux, c'était le mal absolu. Ouais. Et après, du coup, comme beaucoup de monde, passait sur du paléocétogène carni, où là, tu prends un petit peu la tangente inverse. Moi, j'ai eu une expérience après qui a été la primal diet. Donc ça, c'est une alimentation un petit peu particulière, hein, où c'est cru, mais c'est essentiellement des produits animaux crus. Donc là, Mhm. pareil, ça m'a rendu un peu psychopathe par rapport aux produits cuits, hein. Je me suis beaucoup méfié des produits cuits parce que la primale, ça a beaucoup résonné en moi. Parce que Ok. justement, le crudivorisme végétal, j'y avais vraiment cru. Et j'avais vraiment. En fait, je sentais que dans le cru, j'ai toujours senti que dans le cru, il y avait quelque chose de différent que dans le cuit. Je ne saurais pas te dire ce que c'est,
mais il y a quelque chose de différent, de très puissant. Et Hmm. je pense que je vais faire des recherches plus poussées là-dessus parce que la destruction des vitamines à la cuisson, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de documenté. Mais après, c'est voilà, c'est toujours une balance bénéfice, avantage-inconvénient. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment senti. Et on va dire, bon, il y a 2 ans, j'ai eu pareil des gros soucis en termes de vie personnelle. Je vais pas rentrer dans le sujet. Et justement, ça m'a permis de renouer avec une approche qu'on pourrait qualifier de métabolique, avec plus de glucides, avec moins de dogmes. Donc, on va dire, moi, les dogmes, les défaire, c'est quelque chose qui a fait partie de mon parcours. Donc, aujourd'hui, j'ai aucun problème à avancer en me disant que peut-être ce que je pense aujourd'hui, ce sera faux demain. Moi, ça me pose aucun souci. Euh, il, Ouais, je voulais faire le lien avec quelque chose. C'est que aujourd'hui, moi, tu vas me dire un petit peu ta philosophie, comment tu vois les choses. Mais ouais, moi, comment j'essaye d'avancer, et ça, j'en parle souvent, en particulier dans ma newsletter, j'essaie de sensibiliser les gens à ça, c'est d'avancer avec plusieurs approches. Moi, j'ai coutume de dire qu'il y a les approches qui sont extérieures à toi, il y a les approches intérieures. Je commençais par les approches extérieures parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. On a par exemple ouais. l'observation de ce qui fonctionne. Par exemple, moi je pense que tout naturopathe devrait lire, comme tu l'as dit, lire les livres de Weston Price. Ça, c'est Yes. une pépite en termes d'empirisme. Aller Ouais. voir les peuples qui se portent bien et regarder comment ils vivent, regarder comment ils mangent. Ça, c'est quand Hmm. même, c'est une pépite pour moi. Quand je dis observer, tu peux par exemple regarder, même pas, tu n'es même pas obligé de revenir en 1930, mais tu peux regarder aujourd'hui. Par exemple, on a l'exemple d'Hong Kong, je crois que c'est Singapour ou Hong Kong, 1 kilo de viande par jour par Ouais. personne, tu vois, je ne sais plus quels étaient les chiffres, où tu peux regarder ce que mangent les gens dans les îles où on vit très longtemps, Yes. sans la propagande hein, des bouquins qui vont par exemple détourner la vraie alimentation de ces peuples-là. Donc voilà, Hmm. l'observation tout simplement. Après, d'un point de vue extérieur, tu as les études scientifiques aussi. Tu as les Ouais. livres et les auteurs. Donc par exemple, moi dans ma newsletter, je donne accès à un drive où tous les gens ils ont accès à tous mes livres favoris. Parce que dans les livres, dans les auteurs, tu as vraiment tu as la pensée d'une personne, tu as l'approche, tu as les arguments d'un régime. Et ça, on en discute beaucoup avec Christian. C'est que de tous les côtés, en fait, on va en discuter tout à l'heure plus en détail, mais de tous les côtés, il y a des arguments intéressants. Ouais. Et j'ai l'impression, plus j'avance, et c'est ça qui est passionnant, c'est que j'ai l'impression que la vérité, elle est jamais dans un seul camp pleinement. Parce que tu te rends bien compte que peu importe l'alimentation, partout les gens, ils ont des problèmes. Partout. Je veux dire, les gens qui sont bousillés sur du cétogène, moi j'en ramasse toutes les semaines. Pareil sur le véganisme, pareil sur le crudivorisme. Enfin, ça fonctionne pas. Il y a des problèmes partout. Donc, Ouais. si vraiment l'alimentation optimale pour l'être humain était évidente dans un camp, je pense que ça ferait longtemps voilà, que les jeux seraient faits, quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est clair. C'est clair par rapport à ce que tu dis. Moi, je te rejoins complètement. Moi, si tu veux, j'ai toujours trois piliers un peu dans mes approches. C'est le côté scientifique, parce que, bon, faut savoir aussi lire les études scientifiques. Mais ça donne quand même des bases, des éléments qui sont à prendre en compte. C'est important. Il y a tout ce qui est ce que j'appelle la tradition, donc ouais, les peuples ancestraux, tout ce qui est voilà, savoir traditionnel. Là, il y a quelque chose, une connaissance orale qui s'est transmise de génération en génération. Et là, il y a des vraies pépites alimentaires, pas que alimentaires d'ailleurs, dans cette tradition-là. Et après, moi, je rajoute le côté intuitif, si tu veux, aussi à tout ça. Parce Je voulais, que, je voulais, je voulais le rajouter. Je voulais le rajouter, mais ouais, vas-y, je te laisse développer, vas-y. parce que le côté intuitif, si tu veux, moi, de mon point de vue, si tu prends un peu la génétique, euh, Homo sapiens a des milliards d'années d'évolution. Et on peut aller plus loin qu'Homo sapiens, parce qu'on est aussi issu des autres règnes, qui sont les minéraux, les végétaux. Hein. Tout ça fait partie de notre histoire. Donc ça se compte en milliards d'années. Et en fait, dans cette génétique, il y a tout, si tu veux, les archives de notre capacité à s'adapter
à notre environnement. C'est-à-dire qu'il y a tout est là, en fait. Tout est en nous. Notre génétique n'est pas issue que depuis notre naissance. Voilà, c'est toute une histoire qu'on a en nous. D'où l'intérêt d'aller justement aller déclencher les bons gènes aussi. Ça, c'est important parce que c'est là où les principes de l'hormèse, pour moi, sont intéressants. Et par l'alimentation aussi, parce que l'alimentation va aussi aller susciter certains gènes. Ça, c'est clair. Et après, par rapport à l'intuition, donc cette intuition, pour moi, elle est issue, si tu veux, de ces champs informationnels qu'il y a en nous. Et dans une reliance, alors moi je vais toucher le domaine des ondes électromagnétiques, si tu veux, c'est ce qui rentre en résonance avec toi. À un moment donné, nous on est des êtres qui émettent différentes fréquences, et l'aliment que tu as en face de toi, il va aussi émettre une fréquence. Et la résonance, c'est le transfert d'énergie entre deux fréquences. C'est deux fréquences qui sont d'une même courbe sinusoïdale, on va dire, hein, qui rentrent en résonance et qui vont permettre de transférer de l'énergie. Et en fait, quand tu as cette notion d'intuition, aller au contact, comme ça, moi j'aime bien parfois, si tu veux, d'aller dans les magasins bio ou sur les marchés, tu te balades et puis tu vois un peu ce qui résonne avec toi. Euh, voilà, tu essayes un peu de jouer avec ça. Alors après, il faut considérer aussi qu'on est extrêmement brouillé par rapport à des éléments parasites, hein, qui permettent justement enfin, de ne pas être vraiment en contact avec cette intuition. Mais je pense que là, il y a une clé, si tu veux, dont en fait, on ne se prend plus la tête. L'intuition est très simple, en fait, et on prend ce qui est bon pour nous. Après, ce qui n'est pas évident, c'est justement d'alimenter ça. Et comment on fait aujourd'hui pour être vraiment dans ce côté intuitif, sans tomber par la pensée trop dogmatique. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Je vais développer ce point, mais Ouais, avant, je vais juste rajouter les autres, mes autres approches que j'ai. Donc ça, tout ce que j'ai cité avant, c'était les approches extérieures. Et après, il y a ce qu'on appelle l'approche intérieure. Donc là, typiquement, ça va être par exemple les analyses de laboratoire. ouais. Hein, tu peux regarder concrètement bah, certaines valeurs urinaires, sanguines, etc. Et tu as également tout ce qui est ce que toi tu qualifies d'intuition, et moi je vais l'appeler ressenti. Donc moi je travaille beaucoup avec les indicateurs de vitalité. Moi Ouais, généralement j'en cite 5. Il y en a plein, hein, mais généralement je cite digestion, énergie, sommeil, humeur, libido. Déjà ça te donne beaucoup d'informations sur ton état de santé, mais c'est vrai que nous en naturopathie, et là c'est un régal, et notamment moi c'est pour ça que j'ai aimé par exemple Daniel Kiefer, c'est tout ouais. le bouquin sur les bilans de santé, quoi. C'est de voir Yes. la manifestation physique de la santé sur un corps. Et Ouais, ça c'est fantastique, quoi. Tu vois par exemple le teint, la pétillance des yeux, le cadre vie-visage, la notion de matière et de vide. Ça, par exemple, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme de prise de poids, parce que je me suis rendu compte que pour les neuroarthritiques, donc les longilignes, comme moi, par exemple, bah, moi, je me sens beaucoup mieux quand j'ai du gras et du muscle, tu vois. Je me sens beaucoup mieux que quand je suis sec. Je me mmh, sens beaucoup mieux à 85 kilos qu'à 75, tu vois. ouais, Et ça, par exemple, ça rejoint totalement la vision ce concept de matière et de vide, qu'en fait, la matière, c'est tout simplement un réservoir d'énergie vitale. Et le muscle et yes. du gras, quand tu regardes concrètement, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est des vitamines, des minéraux, c'est des hormones. Donc tu as la chaleur aussi, chaleur corporelle, chaleur des mains, chaleur des pieds, Mmh. l'iridologie, le rythme cardiaque. Enfin, voilà, toutes ces choses-là peuvent nous donner des indications très puissantes. Et pour moi, plus j'avance, plus je me dis qu'elles sont encore plus importantes que les prises de sang. Que les prises de sang. Donc, Ouais, ouais. Donc, t'as les approches extérieures et tu as l'approche intérieure où là, je te rejoins sur le côté intuitif, qui fait qu'on a quand même, quand on aborde la santé à travers tous ces prismes, on a quand même quelque chose de beaucoup plus complet qu'une personne qui va uniquement lire des études scientifiques pour savoir ce qu'elle doit manger, qui va pas du tout s'écouter, qui va se dire oh, c'est dégueulasse, je me sens très mal en mangeant cette chose, mais il y a dans la littérature scientifique, j'en ai déduit que c'est ça qu'il fallait manger. Enfin, à un moment donné, ça fait pas de sens d'un point de vue holistique pour moi. Et je vais relier la boucle avec ce que tu disais sur l'intuition. Moi, dans mon parcours, je me suis intéressé à un moment donné à l'instinctothérapie.
Donc ça, c'est un Mhm. mot qu'on n'a pas trop le droit de prononcer parce que le fondateur a eu des gros problèmes avec la justice en France et on va dire le personnage en tant que tel. Moi, je ne parle pas de ça, je parle juste de la méthode alimentaire. Ouais, Et j'ai lu la guerre du cru, par exemple, et qui est un livre qui essaye de renouer avec l'instinct alimentaire de l'homme. Donc, qui met en avant le fait que nous aurions un instinct naturel qui nous ferait nous porter vers des aliments qui nous feraient du bien. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, comme tu le dis, on est complètement déconnecté. Je trouve d'ailleurs que les mm, femmes sont beaucoup plus à l'écoute d'une manière générale que les hommes par rapport à leurs envies, notamment pendant les cycles menstruels. Elles sont mm. beaucoup plus, elles savent beaucoup plus ce qui est bon pour elles. Ouais, Donc voilà, je dirais, moi mon dogme alimentaire, pour terminer là-dessus, je suis prêt à le mettre de côté, même si je sais aujourd'hui que j'ai clairement des croyances dans ma tête par rapport voilà, à la supériorité des produits animaux par rapport aux produits végétaux, etc. Mais peu à ouais, peu, ce dogme alimentaire, je le remplace par un dogme des indicateurs de vitalité. Moi, je m'imagine très mal une personne qui irait vers la mort alors qu'elle s'endort en 5 minutes comme un bébé, qu'elle fait d'une nuit d'une traite, qu'elle se réveille avec un 10 sur 10 en termes d'énergie, qu'elle a chaud au corps, qu'elle a une libido au taquet, qu'elle a une belle peau, qu'elle est de bonne humeur tout le temps, ça ne fait pas sens pour moi. Tu vois ce que je veux dire? mm. Donc pour Ouais, moi, bien les sûr. indicateurs de vitalité sont beaucoup plus parlants Ouais. que tout, quoi. Pour moi, ils sont vraiment, je dirais pas, ils sont pas à mettre vraiment en haut, mais ils sont vraiment à considérer au même titre que tout ce que je t'ai cité à côté, quoi. Mm. Ouais, je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Ça, c'est des indicateurs, comme tu sais, Daniel Kiefer, ça, quand tu vois son bouquin et quand tu vois le nombre d'indices qu'il peut y avoir pour définir le niveau de vitalité d'une personne, c'est énorme. Ouais, C'est énorme. Et déjà, quand tu en reconnais quelques-uns, généralement, tu ne te trompes pas sur l'état de santé de la personne. ouais, Et globalement, c'est quand même des indicateurs qui sont pour moi extrêmement fiables. ouais, Et après, voilà, tu peux effectivement collaborer ça avec des analyses sanguines, mais pour moi, comme tu dis, ça pourrait être que secondaire, finalement. Enfin, tout dépend du besoin, bien évidemment, qu'a la personne. ouais. Mais oui, je te rejoins vraiment là-dessus. Après, je voulais rebondir sur une autre phrase que tu avais dit aussi, c'est que là, on va peut-être aller sur un sujet un peu, un peu casse-gueule, mais c'est le sujet des régimes, hein. Tu as parlé tout à l'heure du crudivorisme, de gens qui sont sur des diètes beaucoup plus riches en fruits, en légumes, Ouais. etc. C'est vrai que moi, j'ai eu une mauvaise expérience en crudivorisme végétal. Et avec le recul, je vois très peu de personnes qui sont en santé, qui pratiquent cette alimentation, ou pour moi, voilà, après, tu connais jamais les gens, donc il faut toujours être très précautionneux quand tu émets des jugements, même si je pense que on a le droit d'émettre des jugements. De toute façon, on émet des jugements au quotidien, mais il faut toujours faire attention, parce qu'on peut être biaisé par 100 000 choses. Maintenant, moi, j'en connais pas beaucoup, des gens sur des alimentations à majorité végétale, plein de fruits, plein de légumes et qui évitent les produits animaux qui sont en très bonne santé. Néanmoins, j'en ai rencontré deux dans ma vie, tu vois, deux personnes. Alors, c'est un naturopathe chevronnés qui Mhm. s'appellent Jean Hunziger et René Biquel. Donc, je les avais interviewés sur ma chaîne. Donc, eux, ils ont plus de 70 ans. Ça fait au moins 40 ans qu'ils sont dans le milieu naturo, qui prennent soin d'eux, etc. Et tu vois, René, par exemple, je suis allé chez lui, je l'ai rencontré. Il doit avoir 30 arbres fruitiers dans son jardin. Donc, il mange des fruits toute la journée, en fait. Il mange des pommes toute la journée. Et il a une énergie. Et je peux te garantir que pour l'avoir rencontré, tu vois sur sa peau, tu vois sur son teint, tu vois dans son énergie, dans sa façon de parler, dans ses yeux. Quand tu lui serres la main, tu sens la chaleur de ses mains, tu sens qu'il pète la feu, quoi. Il pète la forme. Bon, attention, hein, Mhm. il est pas végétarien, hein, que les gens le sachent. Et Jean, c'est pareil. Tu vois, Jean, quand je l'ai rencontré, tu vois, il est rouge là, en dessous des joues. Il parle fort. Il a la niaque. Il fait des marathons. Enfin, il est vivant. Tu vois, c'est un mec, il est Ouais. vraiment vivant. Il peut Mhm. jeûner une journée entière et travailler et construire le mur de sa cabane sans aucun problème. Donc voilà, des gens qui fonctionnent bien avec très peu de produits animaux, moi j'en ai rencontré deux jusqu'à aujourd'hui. Et je peux te dire, voilà, ça fonctionne. Maintenant, ils ne sont pas végétariens.
Ok. et c'est des gens qui voilà, sont dans le milieu naturel depuis 40 ans. Hein, donc ça fait Ouais. 40 ans qu'ils respectent quand même les lois du vivant. Mm. Donc voilà, moi tu vois, c'est des choses quand même qui me font relativiser. Et dernière chose, après je te laisse la parole, l'approche avec Rapid que j'ai découvert notamment, pareil, ça m'a quand même fait un petit peu changer d'avis par rapport au carburant idéal pour l'être humain. Parce que des fois, voilà, quand tu entends différents sons de cloche, tu as l'impression, voilà, les graisses, il n'y a que ça comme aliment possible pour l'être humain. Et si tu fonctionnes sur les glucides, tu vas au carton tôt ou tard. Et pareil, de l'autre côté, tu entends même des médecins, hein, qui sont des défenseurs du high carb low fat qui te disent que si tu consommes trop de graisses saturées, tu vas au diabète, tu vas vers la résistance à l'insuline. Alors c'est marrant parce que des deux côtés, ils ont des arguments différents, mais ils te disent d'un côté, ça va donner la résistance à l'insuline, et de l'autre côté, ils te disent exactement la même chose, mais avec les arguments différents par rapport à leur régime. C'est pour ça que, voilà, moi, j'écoute un petit peu ce qui se dit de chaque côté, et je vois autour de moi, la réalité me montre que c'est pas aussi simple que ça. Ouais. C'est pas, il y a un carburant qui est le bon pour tout le monde. J'ai rencontré des gens qui fonctionnent bien sur les deux carburants. Yes. Et voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça m'a fait. Est-ce que toi, tu connais des gens qui fonctionnent très bien? Tu en as rencontré des gens végétaliens ou des gens crudivores, par exemple? J'ai rencontré des végétariens Ouais, qui, comme ça, ont l'air de bien fonctionner. Mais après, voilà, on n'est pas dans leurs assiettes, si tu veux, ces gens-là, comme tu le dis. ouais, Et voilà, comme ça, a priori, oui, il semble plutôt en bonne santé. Après, moi, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que le crudivorisme, comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant. Et il y a des cas, comme tu as pu le constater, où ces gens fonctionnent très bien. Et quand tu parles de Bickel, tu parles qu'il a un verger, c'est ça. Donc, il va cueillir ses fruits, les fruits dans de son jardin. Et là, si tu veux, en ce moment, vu que je m'intéresse pas mal à tout ce qui est biovitalité, donc tout ce qui est ondulatoire au niveau des aliments, les fruits, et ça, c'est Simoneton qui en parle très bien parce qu'il a pu mesurer les longueurs d'onde émises par les fruits, notamment. Et l'aliment, alors si tu veux, il est parti du constat que tout ce qui est mammifère, donc les êtres humains, ils vont vibrer, enfin, ils vont avoir une longueur d'onde qui est exprimée en angstrom et qui est de 7000 angstrom, entre 6500 et 7000 angstrom. Tous les aliments qui vont mesurer dans une longueur d'onde supérieure vont être qualifiés d'aliments supérieurs, donc ouais, avec un potentiel vital assez fort pour l'organisme. Tous ceux qui sont légèrement en dessous, ça va être des aliments de soutien. Et après, quand c'est en dessous, bah là, tu te dégrades et ça devient des aliments contre sous-vital, quoi. ouais, Et les fruits, ça ressort en premier. Dans toutes ces analyses qu'il a pu faire, les fruits qui sont cueillis sur l'arbre ont des longueurs d'onde qui leur donnent ce potentiel d'aliments supérieurs. ouais, Et je dirais que ça explose tous les scores par rapport à l'ensemble des autres produits, même par rapport aux légumes. Et tu as un temps, si tu veux, où cet aliment est supérieur, qui est de 8-9 jours. ok, Ce qui est très important en comparaison d'une viande, par exemple, où la viande est plus dans un aliment de soutien. L'aliment supérieur va être une viande qui va être fraîche, donc tuée à l'instant, mangée sur place, comme ouais, pouvaient faire ouais, ouais, nos ancêtres au paléo. ouais, Donc là, on va être dans un aliment qui va être presque à la limite dans le supérieur. Au produit à niveau, tout ce qui est produit de la mer crustacée, c'est supérieur. Donc ça, c'est une donnée aussi qui va être très intéressante. ouais, Le cru des crustacés a un niveau d'émission de longueur d'onde très important. ouais, Et les poissons aussi. Les poissons aussi parce que en fait, l'univers marin, il émet aussi une longueur d'onde en biovitalité qui est très importante. Donc tout ce qui est dans le milieu aquatique ouais. vont émettre une radiation, une longueur d'onde qualifiée de supérieure selon la version de Simoneton. Hmm, Lui, Simoneton, c'est quelqu'un qui était végétarien. ouais,
Et apparemment, c'est quelqu'un qui a vécu avec une excellente santé. Et tous ceux qui ont suivi ces indications, bon, on n'était pas là pour vérifier, hein, mais Mm. disent que voilà, il y a plein de. Voilà, c'était très cohérent, il se sentait très, très en forme, très en santé. Ouais. Bon. Ça, c'est un point de vue qui, pour moi, pourrait expliquer ces phénomènes de pourquoi certaines personnes qui mangent du cru et surtout dans le potager, donc Ouais. cultivé Ouais. de façon locale, ont cette capacité de vitalité supérieure. Et après, ces données-là, on peut aussi les corréler avec d'autres données euh, qui sont ce qu'a découvert quelqu'un qui s'appelle Fritz Albert Popp. Et Fritz Albert Popp, lui, il a mesuré le niveau de biophotons, ce qu'on appelle les biophotons, ce qu'il a appelé, lui, les biophotons. Donc, c'est l'émission qu'a tout élément dans la nature émet des biophotons à différents niveaux. Donc ça, il a mesuré avec des ouais, multiplicateurs très précis. Donc c'est un instrument vraiment, c'est quelqu'un qui a un esprit très scientifique. Mm. Et dans ce qu'on peut voir, c'est que pareil, les fruits, bon, ils vont avoir une quantité de biophotons très supérieure. Il a mesuré aussi les œufs. Les œufs, par exemple, qui sont pondus en été, vont avoir beaucoup plus de biophotons. S'ils sont élevés en batterie ou à l'air libre, ça va aussi influer sur la quantité de Mm. biophotons. Et du coup, il y a plusieurs paramètres, si tu veux, comme ça. Donc, moi, je fais un mix entre les données de Simoneton en ce moment, les données de Fritz Albert Popp sur l'alimentation. Il y a très peu de données sur l'alimentation parce qu'il a fait très peu de mesures sur les aliments. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes. Et après, il y a aussi toute la bioélectronique de Vincent, auquel je m'intéresse, qui va considérer la quantité de protons et d'électrons dans les aliments et qui font définir, selon le diagramme de la bioélectronique, un aliment vitalisant ou pas. Donc la combinaison, si tu veux, pour moi, de ces trois courants, le courant biophotonique, le courant bioélectronique de Vincent et la mesure des longueurs d'onde en Ångström de Simoneton, Ouais. me donne un peu une idée de ce que peut dégager un aliment au niveau biovitalité. Ouais. Il y a des aliments qui ressortent dans tout ça, quand tu brasses un peu, c'est la carotte, par exemple. Ouais. La carotte va avoir une biovitalité vraiment plus, et elle va la conserver pendant longtemps, pendant 20 jours. C'est un des seuls légumes pour l'instant qui a un taux de conservation de sa biovitalité aussi importante. Donc la carotte est très importante, et Répit en parle un peu parce que j'ai vu qu'il proposait La une salade de recette, carottes, ouais. la salade de carotte de Répit. Et c'est aussi quelque chose par rapport à la vision ancestrale qui est aussi intéressant, parce que la carotte, il n'y a pas d'antrinutriments, par exemple. Dans le potager, je pense que c'est intéressant d'avoir des carottes. Et si tu veux, par rapport à comment je fais le lien entre la vision ancestrale et le phénomène ondulatoire, pour moi, la vision ancestrale va permettre de soutenir des fonctions qui aujourd'hui sont menées à mal. Et quand je parle des fonctions qui sont menées à mal, pour moi, tu en as parlé tout à l'heure, c'est tes paramètres de vitalité, mais c'est la libido. Ouais. Et la libido qui va aussi toucher la fécondité, puisque aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'on a une baisse considérable du taux de fécondité de l'espèce humaine. Donc ça, c'est un marqueur aussi très, très révélateur d'une certaine dégénérescence. En même temps, on voit qu'il y a aussi cette confusion des genres entre le masculin et le féminin. Ça fait partie aussi du lot où hormonalement, on est complètement chahuté. Et du fait, il y a une confusion globale des genres qui est bien présente. Et après, tu as tout le système digestif et les intestins. Parce que les intestins, pour moi, c'est vraiment comment on se relationne avec l'environnement. C'est cette notion de barrière un peu en symbolique hein, entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, on voit aujourd'hui que les intestins sont extrêmement touchés. Ouais. Et pour moi, l'alimentation ancestrale, ce vrai rôle-là, de ramener, si tu veux, une reconstruction de tout ce qui est apport par la micronutrition de la barrière intestinale et hormonale. Et une fois que c'est reconstruit, moi, dans mon idée, c'est d'aller tester justement un peu ces mécanismes de biovitalité dont je t'ai parlé. Ouais.
pour venir vraiment accroître, si tu veux, ce potentiel vital qui est en nous. Parce que je pense qu'on est, voilà, malgré tout des êtres qui sont en transition. Pour moi, on est encore des prototypes, si tu veux. Et l'alimentation du futur, je ne pense pas que ça soit une alimentation à tendance très carnée. Parce que là, on est encore soumis, si tu veux, à nos instincts très primitifs. On est très coordonné par notre cerveau de reptilien, par nos besoins de prédation. Enfin, c'est très fort en nous, hein. Ce côté animal, il est là. Il ne faut pas le nier parce qu'il est vachement présent et il faut un peu le bordel dans notre civilisation. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on passe aussi à un autre stade évolutif. Et ce stade évolutif, c'est comment on y va, si tu veux. Est-ce qu'on y va vraiment en mangeant de la viande? Moi, ma conviction, quand je suis mon intuition, non. Par contre, elle est indispensable dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, où on est dans une dégénérescence claire, pour ramener vraiment un statut où les gens deviennent un peu plus solides, un peu plus ancrés. Là, on pourra basculer à quelque chose d'un peu plus ondulatoire, si tu veux, entre guillemets. Et ça, cette idée-là, elle t'est venue de... C'est un auteur en particulier qui t'a amené à penser ça ou c'est une déduction que tu as faite personnellement? Alors ça c'est vraiment, je dirais que c'est mon approche un peu personnelle de ma vision des choses, hein, qui est Ouais, propre à moi, qui est propre aussi en mon expérience et un peu cette, si tu veux, pour moi, le naturopathe, il doit aussi prendre en compte son histoire, mais aussi dans le contexte dans lequel il vit. ouais, Et quelle sera aussi, par rapport à ce contexte-là et notre histoire, la santé de demain. On doit vraiment, si tu veux, s'intégrer cette approche très holistique, et ça fait partie des piliers de la naturopathie, hein, les versions holistiques de la vie, hein, globalement. ouais. Et du coup, si tu veux, je suis toujours en recherche de trouver les rouages qui nous aideraient à passer à autre chose, finalement. Ouais. Voilà. Après, tu sais, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un moment de transition aussi. On le vit tous un peu comme ça à son échelle. Ouais. Et moi, du fait que j'ai eu pendant très longtemps, si tu veux, j'ai baigné dans les milieux un peu tendance transhumaniste, etc. Donc, j'ai aussi une vision d'un monde qui est proposé en cours de construction, Ouais. qui va dans un monde complètement hors sol, Ouais. artificiel, et dans lequel on a très peu la place pour faire pour faire émerger quelque chose de nouveau, si tu veux. Hmm. Et donc, du coup, il doit avoir aussi à un moment donné tout ce courant de santé naturelle, naturopathique qui se pose ces questions-là et qui essaie de trouver, en sortant des positions dogmatiques, comme tu as pu le dire, essayer de trouver cette dynamique qui nous amènera à un véritable changement. Mais bon, voilà, là, il faut réunir un peu ses forces, je dirais, et puis un peu ses idées de chacun, parce que, voilà, moi, je suis un peu en recherche de ça, et après, voilà, c'est des chemins qui s'ouvrent de compréhension, comme tu le disais tout à l'heure. Tu dis que plus tu avances, plus tes croyances que tu avais avant, eh ben, elles existent parce que c'est aussi une vérité, mais tu as d'autres vérités qui vont se greffer et ça donne une vision plus globale de la chose. Et dans cette vision globale, eh ben, tu élargis aussi ta conscience et du coup, bah, tu as une approche beaucoup plus holistique finalement. Et là, on commence à toucher quelque chose qui est vraiment valable, en tout cas de mon point de vue. Ouais, ouais, je vais te donner un exemple concret. Tu vois, par Ouais. exemple, quand je suis sorti du végétalisme et que je suis embrayé sur un paléo cétogène, voire carni, tu vois, je pouvais manger 700 grammes de viande par jour, quoi. Et j'étais persuadé que, Yes. tu vois, tu es dans ton truc, ça te fait du bien, tu es persuadé que c'est ça qui va te falloir jusqu'à la fin de ta Mm. vie. Et en fait, tu Ouais. comprends pas que on a tous été tellement, depuis qu'on est sur Terre, on a tous été tellement malmenés par un mode de vie tellement destructeur qu'on est obligé de passer par des phases de transition et on Yes. va avoir des choses qu'il va falloir qu'on fasse pendant certaines durées. Et ça, malheureusement, ce que je remarque en tout cas sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Les gens veulent trouver un régime alimentaire pour la Mm. durée qui fonctionne et ne plus se poser de questions. Et j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça, quoi. C'est beaucoup plus complexe que cela. On arriverait sur Terre sans aucune pollution, on vivrait la vie qu'on Yes. devrait vivre en harmonie totale. Peut-être que ce Mm. serait différent, mais comme tu dis, on a des choses à reconstruire, on est pollué, on a des métaux lourds en nous, enfin des résidus de tout plein de saloperies. Et ça, par exemple, tu vois, en Primal Diet, je sais qu'il y a un accent qui est mis en particulier sur la détoxification. C'est pour ça que je me suis vraiment retrouvé.
dans la Primal Diet parce que j'ai vraiment retrouvé plein de concepts de la naturopathie, le cru, la détoxification, et cetera. Et moi, je comprends aujourd'hui pourquoi je pensais ce que je pensais avant, mais je suis aussi, faut aussi avoir l'humilité de se dire ce que je pense aujourd'hui, dans 10 ans, probablement que je penserai différent. Parce que je veux dire, si tu penses toujours la même chose dans 10 ans, c'est que tu Ouais. n'as pas vraiment évolué et ce serait, pour moi, c'est mon avis personnel, ce serait un peu prétentieux de penser que à 30 ou 40 balais, tu as tout compris de la santé, tu as tout compris de la vie. Même les plus Yes. grands auteurs, ils ont cherché toute leur vie et à la fin, ils ont avoué que, bah, ils sont qu'au début, qu'en fait, ils ne savent pas Mm, quoi. Donc mm. voilà, on est en transition chaque fois, à chaque moment donné de sa vie. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il faut faire à chaque moment. Et là, pour le coup, les indicateurs de vitalité sont quand même très, très intéressants. Et toi, tu disais tout à l'heure, tu as utilisé un mot qui me plaît beaucoup en ce moment, qui est approche métabolique. Tu vois, Ouais. plutôt que d'essayer d'avoir une approche uniquement par la paléo-anthropologie, que mangeaient nos ancêtres il y a 200 000 ans, qui avait-il à manger, etc. Je veux dire, oui, il y a des études qui arrivent, etc., qui nous permettent de découvrir des choses, mais je veux dire, on n'y était pas, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Alors pour moi, il y a beaucoup plus efficace, en fait. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est de regarder concrètement son état et de se dire, mais purée, qu'est-ce qui fonctionne là maintenant pour moi? Qu'est-ce qui fait que je dors bien? Qu'est-ce qui fait que j'ai une bonne Yes. libido, une bonne humeur, une bonne énergie? Et c'est Yes. si tu arrives vraiment à retrouver cette intuition et ce biofeedback immédiat sur toi, là, pour moi, tu as tout compris, quoi. Et c'est là où Repeat, il est vraiment très fort, c'est qu'il met vraiment au centre de son approche la production d'énergie par la mitochondrie. Absolument Ouais. tout ce qu'il va mettre en place, c'est pour redonner à la mitochondrie la possibilité de produire de l'ATP, parce que selon lui, la structure et l'énergie sont interdépendants tu le sais, tu as lu son bouquin, à tous les niveaux, et c'est Ouais. réellement le flux d'énergie qui va Yes. donner à la structure des propriétés électroniques, physiques, biologiques qui vont permettre la santé. Parce que ça, c'est aussi, franchement, tous les naturopathes devraient lire Repeat parce que dedans, il y a tout. Il y a le principe régulateur de l'homéostasie qui dit que ben, tout être humain, à partir du moment où tu le mets dans des bonnes conditions, il va vers la santé naturellement. Et selon Repeat, le principe qui permet d'activer cette homéostasie, c'est l'énergie, c'est la production d'énergie. Toi, par rapport à ça, évidemment, il y a la nutrition, parce que voilà, l'approche de Repeat, elle est essentiellement basée sur le métabolisme hormonal, la Ouais. nutrition. Quelle pourrait être la contribution des ondes au métabolisme de la mitochondrie? Et je vais juste rajouter une petite chose avant de te donner la parole. Dans ses travaux, Repeat, il cite le- l'auteur Gilbert Ling, qui est Ok. je ne sais plus s'il est biologiste ou physicien, ou s'il était docteur, mais dans ses travaux, bon, je ne sais pas comment il a fait, mais il aurait observé que la production d'énergie humaine est supérieure à la production qu'il est possible uniquement d'atteindre par la, la combustion d'énergie pure. C'est-à-dire qu'il y a un petit gap entre l'énergie qu'on produit et l'énergie entre guillemets qu'on ingère par la nourriture. Et ce petit gap de production d'énergie doit forcément venir d'autre part, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Ok. ouais, ouais, il y a la question voilà, des ondes. En quoi les Ouais. ondes peuvent permettre d'optimiser la production des mitochondries, en fait, énergétique des mitochondries. Alors, juste pour rebondir par rapport à Répit, parce que c'est en lien avec. Si on va essayer de faire la transition comme ça. Répit, clairement, lui, comme tu dis, dans son approche, une approche pro-métabolique. C'est-à-dire, il faut que donner de l'énergie au corps au maximum pour pouvoir booster la fonction mitochondrielle et booster derrière les hormones stéroïdiennes. Ouais, Et notamment la grand-mère des hormones, hein, qui est la prégnéolone, ouais, qui est fabriquée, elle, par la mitochondrie. c'est ça. Là, la mitochondrie, c'est vraiment, pour moi, le point central, et ça de plus en plus, je crois, dans mes accompagnements, parce qu'elle fait le liant entre thyroïde et problèmes hormonaux, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problématiques dans ces deux domaines. La thyroïde, aujourd'hui, elle est
bah, les fragiliser fortement. Les hormones, surtout les hormones des femmes, mais aussi des hommes, hein, parce que le niveau de testo, il chute radicalement. On voit qu'on est très chahuté de ce côté-là. Dans l'approche de Repeat, lui, il part plus sur une alimentation à base glucidique. Il Exactement. part du principe que à partir du moment où on a une alimentation fortement glucidique avec une T3 qui est vraiment au top du top, Ouais. on va pouvoir produire de l'énergie et de l'ATP et derrière d'avoir un bon niveau de pregnélone il parle beaucoup de la progestérone parce que pour lui Ouais. c'est une hormone clé, hein. Et ces beaux niveaux hormonaux va faire en sorte que on va cartonner au niveau métabolique. Ouais. Donc c'est une approche qui est pour moi très intéressante, mais j'y mets un bémol par rapport au fait que pour ça, il faut qu'on ait une excellente santé mitochondriale. C'est-à-dire que la mitochondrie, c'est vraiment pour moi le hub de l'adaptation biologique. Donc il y a beaucoup plus de différences dans nos mitochondries que dans le noyau de nos cellules. Parce que la mitochondrie, hein, pour rappel, hein, pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment l'usine nucléaire de nos cellules. Donc c'est elle qui va produire l'énergie, mais qui a aussi beaucoup d'autres fonctions d'adaptation, de communication avec le noyau de la cellule. Ça, on va y revenir un petit peu parce que ça rejoint un peu les principes de l'hormèse. Et cette mitochondrie, à la base, c'est une bactérie, donc avec un phénomène qu'on appelle l'endosymbiose, qui est rentré en symbiose avec une cellule pour qu'on puisse métaboliser l'oxygène. Et la mitochondrie rentre dans la relation avec la cellule, où la cellule la nourrit. Ouais. Donc c'est un élément qui est hérité de notre mère. Alors c'est marrant, comme les bactéries de nos intestins, hein, c'est issu de notre mère, hein. Et il y a aussi une communication très claire entre les mitochondries et les bactéries intestinales. Donc la mitochondrie a une histoire, si on prend l'histoire bactérienne, génétique de la bactérie, qui est énorme, qui remonte bien plus loin que l'histoire d'Homo sapiens. Euh, la mitochondrie, dans son noyau, il y a 37 gènes et elle code, je crois, 13 protéines. Et elle est beaucoup plus soumise aux mutations génétiques que le noyau de la cellule. Donc elle est très sensible, cette mitochondrie. Il faut extrêmement bien la protéger pour qu'on soit métaboliquement efficient. Euh, Donc, l'approche de Repeat, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais l'approche de Repeat, ça fonctionne pour moi si effectivement on a un système de mitochondrie où on a les protéines qu'on appelle UCP, qui sont les protéines découplantes en fait. C'est un peu comme les engrenages, comment dire? C'est ce qui va régler notre rendement énergétique. Donc, plus cette protéine-là est couplée, plus on va avoir un rendement énergétique très fort avec un rendu en stress oxydatif faible. Ouais. Donc là, on est top parce que du coup, dans la respiration cellulaire, on va avoir une bonne dégradation. Pour parler un peu de technique, dans la mitochondrie, on récupère des particules effet d'H2 et l'ADPH, et NAD+, et H+. C'est des éléments qu'on récupère qui viennent à l'entrée de la chaîne respiratoire mitochondriale. Et là, on a un phénomène d'oxydation. On va venir extraire des protons H+, par différentes enzymes. Donc, il y en a 4. Et on va venir extraire en même temps les électrons. Donc, les électrons vont circuler dans la chaîne de respiration et vont relarguer à chaque fois des protons H+ dans la membrane intérieure. Et ce qui va créer un potentiel de protons entre deux milieux qui doivent s'équilibrer. Donc, il y a un potentiel qui va être important du fait qu'il y a un déséquilibre au niveau du nombre de protons entre les membranes. Et du coup, il va y avoir, par la dernière enzyme qu'on appelle l'ATP synthase, un précipité des protons H+, qui va créer au final de l'ADP et de l'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de notre métabolisme. Donc, en gros, cette, euh, cette perméabilité aux protons H+, elle est vraiment mise en œuvre, mise en action par ces protéines UCP. Donc, il y en a 5. Et ça,
ça dépend extrêmement de notre histoire génétique et des environnements dans lesquels on a vécu. Les protéines qui sont qui sont fortement découplées vont produire beaucoup plus de chaleur. Donc, elles sont beaucoup plus adaptées, si tu veux, à vivre dans des environnements un peu froids. Contrairement à des protéines couplées qui vont construire beaucoup d'énergie avec pas beaucoup de stress oxydatif et qui sont beaucoup plus habituées à des environnements chauds. Ça, cette information, tu l'as, t'as une source, tu as un auteur, tu quelque chose qui t'a permis de te mettre sur cette piste-là? Alors, t'as des études scientifiques qui en parlent beaucoup parce que les protéines UCP sont sont quand même assez bien étudiées. Ouais, Si tu veux, on pourra mettre en dessous de la vidéo les études concernées par ça, ou je te les enverrai si tu ouais, veux y jeter un œil. C'est intéressant. Et en fait, si tu veux, si on reprend l'approche de Ray Pitt, pour moi, ça fonctionne si tu as un niveau de T3 au taquet. Si tu as une capacité justement de couplage de cette protéine-là très forte, qui permet d'avoir un rendement énergétique très fort. Donc, du coup, là, ça peut fonctionner. Mais ça dépend très souvent des conditions d'adaptation de ta mitochondrie et peut-être des adaptations génétiques qu'il peut y avoir par rapport à ta mitochondrie. Donc, OK. on n'est pas égal par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont plus ou moins couplées Ouais, et qui ont un rendement énergétique plus ou moins important. ouais, ouais, Euh, donc, si tu veux, pour une personne, après, ça, c'est des choses qui se testent, mais c'est des choses qu'on peut voir, hein. Il y a des personnes qui fonctionnent avec beaucoup de glucides, qui ouais, font pas mal de sport et qui génèrent pas beaucoup de stress oxydatif. Donc, ces personnes-là, potentiellement, elles ont cette protéine UCP qui est fortement couplée. ouais, Mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et des héritages génétiques qui ont plus vécu dans le Nord, ouais, ils- cette protéine qui est peut-être plus découplée et qui ont moins bon rendement énergétique. Par contre, ils ont la capacité de produire un peu plus de chaleur. ouais, ouais, Donc, ça, c'est des adaptations liées à notre environnement. Alors après, euh, peut-être qu'on peut se réadapter parce que, comme je disais, la mitochondrie est vraiment le hub d'adaptation, hein. ouais, ouais, Et peut-être qu'avec le temps, il y a des processus adaptatifs qui se mettent en place et ça, j'en suis convaincu. ouais, Parce qu'au niveau de la mitochondrie, comment ça marche? À partir du moment où tu commences à faire du stress oxydatif, c'est une alerte qui se passe dans le corps. Donc, le stress oxydatif, ça veut dire qu'on va créer des espèces réactives d'oxygène, les ERO ou les ROS en anglais. Et en fait, les ERO, qu'est-ce que c'est? Au final, c'est des informations pour la cellule. Donc, en fait, il y a des communications qui se passent entre la mitochondrie et les milieux cellulaires via ces ERO qui vont informer la cellule pour pouvoir produire de ce qu'on appelle des coactivateurs. C'est comme des clés, en fait. ouais, C'est des facteurs de transcription, généralement avec leur coactivateur. C'est encore la clé avec son code qui va permettre d'activer ou moduler certains gènes. Donc, le stress oxydatif au niveau de la mitochondrie est très intéressant parce qu'en fait, c'est de l'information que tu envoies au niveau cellulaire qui va permettre derrière de déclencher, par exemple, la PGC1-alpha qui va permettre de ce qu'on appelle créer la biogénèse mitochondrielle, donc de créer plus de mitochondries. Donc après, tu as des processus adaptatifs qui se mettent en route. Par contre, il ne faut pas que ça aille au-delà de ta capacité à répondre à ce stress oxydatif. Si ça va au-delà, là, on passe vraiment à quelque chose qui est nocif, où là, tes ERO vont vraiment être un problème pour toi. Et mmh, là, on rejoint le principe de l'hormèse, où c'est vraiment la dose du stress oxydatif qui va générer la réponse adaptative ou pas. Donc, soit il y a réponse adaptative, soit il y a vieillissement, dégénérescence. Et aujourd'hui, si tu veux, on se retrouve dans cette situation où il y a tellement de stress, on est tellement soumis à des conditions très aléatoires qui nous mettent en vrac, que du coup, on n'arrive pas à doser, avoir le juste dosage, et finalement, tout ce qu'on prend en stress oxydatif, c'est supérieur aux capacités compensatoires des enzymes mmh, antioxydants, comme la superoxyde, enfin, c'est sur le glutathion, etc. Et du coup, ça a un vrai effet délétère sur la santé. mmh. Et c'est pour ça que ça, on ressent bien quand on pratique le froid. Une personne qui est un peu trop stressée, tu la mets dans une douche froide ou un bain froid en Ah, mais rivière, catastrophe, hein. c'est catastrophique. On est Ouais, d'accord, c'est vraiment pas bon parce que il va rien se passer en fait pour elle. Au contraire, ça va être nuisible.
Et ce qui est intéressant, c'est que des études qui ont été faites sur des vers, où ils ont mis des vers en restriction calorique, et ils leur ont fourni un antioxydant, le N-acétylcystine, là, le NAC. Ouais. Et derrière, ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucune réponse adaptative, contrairement à ceux pour lesquels ils n'avaient pas donné de NAC. Et du coup, par la restriction calorique, il y a eu des réponses adaptatives. Donc, le verre a pu s'adapter, si tu veux. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné aussi, il y a beaucoup de complémentation antioxydantes, etc. Cette complémentation antioxydante pour avoir des vrais effets de casser ces processus adaptatifs au niveau de la mitochondrie. Du coup, derrière, ben, voilà, il n'y a pas les processus qui permettent de s'adapter à certaines situations. Donc, pour revenir et rebasculer par rapport à Repeat, donc le fonctionnement mitochondrial est la clé. Il faut la préserver, cette mitochondrie. Donc, pour la préserver, euh, il y a, pour ma part, effectivement, tu as parlé des ondes. Alors, il faut savoir que les ondes lumineuses, donc les infrarouges et proches infrarouges, vont venir solliciter la cytochrome C oxydase, c'est la dernière enzyme, le numéro 4, là, avant la TP synthase dans la chaîne respiratoire. Et cette enzyme-là est particulièrement sensible aux ondes. Donc, Ok. la lumière proche infrarouge et infrarouge va venir solliciter cette enzyme-là pour qu'il y ait une bonne circulation énergétique, pour qu'il n'y ait pas d'excès de stress oxydatif, c'est la balance redox NAD+ et NADH, pour qu'elle soit au plus bas, et pour qu'il y ait une circulation vraiment très fluide au niveau des électrons. Donc ça, c'est très important et ça met en corrélation ce qu'on peut tous constater à partir du moment où on va se mettre au soleil. Là, on sent qu'on est tout de suite vite revitalisé. Il y a ces rayonnements infrarouges, proche-infrarouges qui vont venir solliciter davantage la mitochondrie. Donc ça, c'est très intéressant. Mais Est-ce à que contrario, le soleil couchant peut être intéressant aussi pour le rayonnement infrarouge? le Pas rayonnement infrarouge, particulièrement. pas particulièrement, tu vas plus le trouver le matin. Ok. Le meilleur moment d'exposition au niveau de la mitochondrie, ça va être le matin. Ok. Donc l'aube est très favorable au rayonnement infrarouge et proche infrarouge. Ok. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de lampes là, sur ces spectres Ouais, lumineux ouais. infrarouge, un peu système du hacking. Ouais. C'est des systèmes qu'on retrouve un peu partout. Bon, voilà. Bon, pour moi, je ne suis pas trop convaincu par ces systèmes-là. Ouais. Parce que il n'y a pas qu'une onde lumineuse, il y a aussi un totem d'ondes Ouais. électromagnétiques. Ça marche comme ça le vivant fonctionne comme ça, il n'y a rien Ouais. d'isolé. Et quand on s'intéresse un peu aux ondes, en fait, on va prendre une onde électromagnétique, mais c'est qu'une onde isolée parmi tant d'autres. Et dans ces principes, encore une fois, de mécanismes artificiels pour mimer la nature, on va pas que ça ne marche pas vraiment. C'est que Oh, partiel fonctionnement. Donc, il faut mieux s'exposer à la lumière dès qu'on peut le matin. C'est la meilleure façon ouais, d'avoir des ouais. méthodes qui soient efficaces. Ouais. Et après, au contrario, une donnée extrêmement importante, et là je parlais un peu de l'histoire en même temps, parce que pour mettre ça aussi dans le contexte, c'est que cette cytochrome C oxydase est très parasitée par les ondes électromagnétiques artificielles. Ok. Donc ça, c'était très documenté par Martin Blanc et Goodman. Ce sont deux docteurs qui ont pas mal étudié ce phénomène-là. Ok. Et en fait, quand tu remontes un peu dans l'histoire, l'histoire des ondes artificielles, ça remonte à peu près à 200 ans, au moment où l'électricité commençait à apparaître dans notre Ouais. environnement. Ouais. Euh, et on s'aperçoit que quand on lit un peu l'histoire et les archives, dès qu'il y a eu une expansion de l'électricité, il y a eu des phénomènes qui étaient encore inconnus jusqu'alors, des phénomènes qu'on appelle neurasthéniques, en tout cas des troubles qui étaient inconnus, Ouais. qui ont commencé à heurter un peu la santé humaine. Et c'est tout ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans les personnes qu'on appelle EHS, hyper électrosensibles. Donc Ouais. des gens qui ont un sommeil perturbé, qui ont le système nerveux en vrac, qui ont des acouphènes, Ouais. des maux de tête qui sont très facilement irritables. Ouais. Donc ces gens-là qui existent et qui sont de plus en plus nombreux, malheureusement, on en compte 5 millions aujourd'hui à différents degrés. En fait, ces gens-là ressentent l'effet des ondes artificielles sur eux et ils ont différents types de symptômes. Et ça, Hmm. ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existe depuis le début avec l'arrivée des ondes artificielles. Et en fait, on s'est aperçu très vite
que les gens avaient des effets secondaires plus ils développaient l'électricité, plus il y avait des problématiques de santé. Ouais. Ils sont aperçus avec le déploiement du télégraphe, notamment, où il y avait le phénomène de mal du télégraphe, qu'ils appelaient ça, qui avait tous les symptômes un peu que je t'ai listés jusqu'à présent. Hmm. Et tu as des épidémiologistes comme Samuel Milam, qui a écrit un livre là-dessus. Et en fait, lui, il est allé voir un peu il a fait la corrélation entre le développement de l'électricité par rapport aux différents États aux États-Unis. Donc, il a fait ça sur 2 années, en 31 et 1940. Et en fait, ce qu'il a constaté, c'est une corrélation vraiment directe, flagrante, entre le niveau d'électrification et le nombre de problèmes de santé métabolique, donc liés au diabète, à l'artérosclérose et au cancer. Hmm. Donc, il a créé des courbes qui sont des courbes de corrélation, hein. Après, voilà, c'est aussi, faut relativiser par rapport à ces choses-là. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'entre 1922 et 1980, il n'y a pas eu une consommation de sucre euh, supplémentaire aux États-Unis. On est resté dans un niveau relativement stable. Ça a augmenté à partir des années 80 en flèche, mais entre 1922 et 1980, il n'y a pas eu d'augmentation très forte. Pour autant, les niveaux de diabète ont vraiment explosé à ce moment-là. Donc, il y a tout un aspect environnemental, si tu veux, peut-être, qui explique ce phénomène de dégénérescence métabolique. Et par rapport au phénomène que je t'ai décrit, par rapport à la cytochrome C oxydase, ça peut être une explication. Hmm. Il y a probablement d'autres facteurs qui viennent se lier à tout ça, hein. Ça, c'est pas un phénomène unique, ça c'est clair, hein. Il y a le phénomène des huiles polyinsaturées aussi qui vont détruire les mitochondries. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui était plein développement, surtout à partir des années 60. Voilà, donc ça, c'est des données qui sont intéressantes à considérer parce que l'impact du réseau électrique 60 Hz, 50-60 Hz, a des vrais effets sur cette cytochrome C oxydase. Après, on peut aussi évoquer d'autres problèmes de santé liés aux ondes. On pourra en discuter parce que c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe au niveau cellulaire. Mais en gros, par rapport à la mitochondrie, ça fonctionne par rapport à Relpit si on en prend bien soin, si on fait attention à qu'on la sollicite de la bonne manière via des ondes naturelles, qu'on fasse attention à notre environnement électromagnétique via notamment au réseau électrique. Et qu'on ne vienne pas non plus trop la polluer par les huiles polyinsaturées. Ouais. Ça, c'est un gros point Ça, c'est un gros point, ouais. Ouais. c'est un gros point de tout le monde. Ça, c'est au moins, s'il y a un point, on est, entre guillemets, où tout le monde est un peu d'accord, c'est les huiles végétales. On est bien Ouais, d'accord là-dessus, quoi. c'est sûr. Ok. Écoute, ça va faire bientôt 1 heure et demie. Ouais, ok, Donc, déjà. on peut conclure avec on peut conclure avec un petit point. Ouais, Si tu veux, sur le caractère ondulatoire, qu'est-ce qu'on peut donner? Enfin, voilà, les gens les connaissent, hein, les conseils classiques, l'exposition au soleil, ça, les gens commencent à en prendre conscience. Éteindre la Wi-Fi chez soi la nuit, débrancher toutes les prises électriques dans sa chambre, ça, les gens le savent un peu. Est-ce qu'il y a une chose auquel les gens ne pensent pas, qu'on pourrait donner, une chose supplémentaire, peut-être une chose atypique, pas forcément en lien Euh, avec les ondes, mais tu vois, je sais que par exemple, tu m'as parlé du potager, tu m'avais dit au téléphone que tu faisais des petites expériences sur ton yes. potager. Alors, je ne sais pas, ça peut être une chose ou pas, hein, tu me dis, mais Ouais. une petite chose Alors, atypique. si tu veux, la chose atypique que je pourrais dire, c'est de reprendre contact avec les phénomènes d'ondes naturelles qui est autour de nous. Parce que quand on s'intéresse un peu aux végétaux, Ouais, parce que si tu veux, ça c'est une base. Alors, si on prend par exemple les travaux de Georges Lakhovsky, ouais, Georges Lakhovsky, lui, c'est un scientifique qui s'est intéressé au niveau cellulaire. Pour lui, la cellule, c'était comme une antenne réceptrice et émettrice d'ondes. Aujourd'hui, ce phénomène d'électricité au niveau de la cellule, il est aussi mis en avant par les travaux qu'on appelle de M. Pollack, qui parle de zones d'exclusion au niveau de la cellule. Donc, en fait, tu as des courants, tu as une eau particulière qui va être chargée négativement proche de la membrane cellulaire, qui va être une eau pure,
qui a un quatrième état de l'eau qu'on appelle cristallin, et avec le milieu plus intracellulaire qui va être positif. Et là, on a des forces électromagnétiques qui sont extrêmement élevées, qui génèrent certainement des communications, quand même, c'est même sûr, parce qu'on sait que les cellules communiquent entre elles dans des rayonnements électromagnétiques, à travers notamment les biophotons. Et les biophotons sont cumulés, sont reçus et sont émis au niveau de l'ADN. Ces communications sont très intéressantes parce que, en fait, elles prennent en compte notre lien avec l'environnement extérieur. Quand on parle des végétaux, si tu veux, on est dans un environnement qui est soumis à des ondes naturelles. Donc, ces ondes naturelles, tu as les champs terrestres et tu as les champs magnétiques. Au niveau du champ terrestre, c'est tout ce potentiel électrique que tu as entre la Terre et la ionosphère. Donc, on a en voltparamètre des niveaux d'énergie qui sont assez intéressants. Et on a aussi tous les champs magnétiques. Euh, Qu'est-ce que c'est que les végétaux? Les végétaux, ça permet l'équilibre entre les charges ioniques terrestres. Donc, ça va équilibrer les charges positives et négatives. Donc, les charges négatives vont remonter au niveau de l'atmosphère pour venir rééquilibrer, si tu veux, globalement, le potentiel électrique de cette couche entre la Terre et la ionosphère. Donc, tout être vivant sur la Terre est connecté à la Terre, même nous, sauf que, bon, avec nos chaussures en plastique, on l'est beaucoup moins. Mais en tout cas, on a cette capacité, on a cette mission de venir un peu rééquilibrer ces champs-là. Aujourd'hui, si les gens font leur protéger, il y a des techniques d'électroculture qui existent, qui permettent de venir stimuler justement ces courants, donc de favoriser cette circulation ionique dans les Ouais. sols. Et ça rejoint un peu tout ce qui est bioélectronique de Vincent, où aujourd'hui elle est extrêmement bien utilisée dans le milieu de l'agriculture, Mhm. où par la qualité du niveau d'électrons et de protons dans les sols, on peut déterminer le niveau de santé des végétaux. Ok. Aujourd'hui, on peut s'amuser dans notre potager par les techniques d'électroculture à venir favoriser, si tu veux, cet équilibre électromagnétique et de se rendre compte de l'efficacité ou en tout cas des phénomènes qui rendent la végétation beaucoup plus vivante. Et après, pour moi, c'est une porte, si tu veux, de prendre conscience de l'être bioélectromagnétique que nous sommes et que de mon point de vue, favoriser ces champs électromagnétiques euh, au quotidien, donc par une exposition à la lumière, par une connexion classique, hein, l'effet qu'on appelle baloélectrique, on a beaucoup d'ions négatifs qui nous arrivent lorsqu'on Mhm. se bat en bord de mer, en Ouais. forêt. Donc tout ça, ça va favoriser, si tu veux, ces échanges et ce potentiel vital. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et en fait, juste le fait d'aller un peu visualiser ce qui se passe dans la nature et dans le potager par rapport à des techniques d'électroculture, ça permet de s'apercevoir par soi-même qu'il y a des vrais phénomènes vitalisants dans notre environnement qui existent. Et qu'aujourd'hui, petit à petit, je pense que la démarche du naturopathe, c'est aussi de se remettre en contact avec ça. En même temps, comme tu l'as dit, de favoriser chez soi un environnement le plus sain possible par rapport aux ondes artificielles. Donc, la nuit, c'est être dans un environnement où la chambre est accentuée, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ondes électromagnétiques artificielles. Basiquement, on coupe le Wi-Fi. Tout ce qui est radio réveil, lampe de chevet, il faut l'éloigner à une distance d'au moins 1 mètre de la personne. Pas de téléphone portable dans la chambre. Faire attention aussi au passage de câbles dans les murs qui émettent des champs. S'il y a des doutes, couper l'électricité de la chambre pour la nuit et voir si on a une amélioration du niveau de son sommeil. Ça peut être des essais comme ça intéressants. Donc, c'est que des petites choses, mais je pense que l'expérience par soi, par le potager, peut aider à prendre conscience de certaines choses et c'est très intéressant de s'amuser à un peu aller dynamiser la nature. Ouais, c'est vraiment, c'est passionnant, hein. Moi, ce qu'il y a dans tout ce que tu cites là, les travaux de Lakowski, je ne me souviens plus de nom du deuxième auteur que tu as, Pollack, que tu as cité. Ouais, Euh, et Répit, il le dit que c'est comme ça vraiment que je l'ai compris dans ce livre, c'est vraiment la, la réunification.
de la biologie, de la physique et de la chimie, en fait. Parce Yes. qu'aujourd'hui, ce qu'il dit, Répi, dans son livre, c'est que la vision qu'on a de la membrane cellulaire et qu'on a des échanges cellulaires, c'est un modèle qui ne rend pas compte de la réalité. C'est un modèle qui est basé sur des échanges aléatoires de molécules, donc la vision biologique, qui considère une membrane semi-perméable comme quelque chose de matériel, alors qu'en réalité, derrière, il y a une modélisation physique, électronique, ondulatoire du vivant, et c'est Mm. extrêmement complexe, quoi. C'est d'une Ouais, complexité incroyable, et je peux comprendre que ça fasse peur, mais en tout cas pour moi qui l'ai étudié un petit peu, qui l'ai touché du doigt au cours de mes études, moi je trouve ça absolument passionnant, passionnant. Et on va dire, moi, si je peux donner voilà, mon petit point de conclusion de cet échange, serait que de plus en plus, j'essaye de moins fonctionner au dogme alimentaire. J'essaye beaucoup plus de me fier aux indicateurs de vitalité. J'essaie beaucoup plus d'être sur une approche métabolique, de tout simplement de voir, mais qu'est-ce qui fonctionne chez la personne, et pas me dire quelle est l'alimentation qui est bonne pour tous les êtres humains, mais plutôt d'essayer de se focaliser sur l'individu et pas sur une espèce de vision, croyance qu'on aurait de ce qui est bon pour tout le monde, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est tous différents et on a là, en tout cas, nous thérapeutes, on a la preuve tous les jours sur le terrain qu'il y a différentes choses qui marchent chez différentes mm. personnes. Donc voilà, il faut avoir l'humilité. C'est compliqué comme position parce que on est dans une position où on accompagne des gens. Donc on est être censé celui qui sait tout, qui Mm. va te dire exactement ce que tu dois faire. Mais d'un autre côté, il faut avoir l'humilité de se dire que on est sans arrêt en train d'apprendre, il faut être capable de mettre de côté des dogmes, des choses qu'on a appris, etc. Donc c'est une position qui n'est pas évidente quand même, mais ça me semble être la position la plus légitime et la meilleure pour avancer vers la vérité, en tout cas. Exact, je suis d'accord avec toi. Et de mon point de vue, si tu veux, c'est l'expérience qui fait la connaissance. La connaissance, c'est bien, mais sans l'expérience, ça vaut pas grand-chose. Et c'est par l'expérience qu'on va faire sa propre connaissance. Et en fait, le rôle du thérapeute, pour ma part, si tu veux, c'est vraiment d'amener les gens dans cet accompagnement-là, pas imposer ses dogmes, mais Ouais, aiguiller vers l'alimentation, l'hygiène de vie, qui serait le plus en cohérence avec elle et son histoire. ouais, Et c'est là que ça fait preuve de beaucoup d'humilité parce que du coup, on part, quand on accompagne les gens dans un terrain un peu inconnu, ouais, si on arrive avec des certitudes, on risque d'amener la personne vers le mauvais choix. ouais, Et la personne va se perdre, c'est-à-dire qu'elle va te croire, elle va te suivre pendant 2 ou 3 ans pour s'apercevoir que c'est foireux pour elle, que c'est pas ce qui lui convient finalement. ouais, Elle aura perdu son temps et voilà. Donc c'est pour ce principe d'amener vers l'autonomie, l'accompagnement des personnes dans ce sens me paraît extrêmement pertinent. Et après, par rapport à tout ce qui est clivant au niveau alimentaire, moi, pour moi, ce qui rend les choses avec un peu plus de recul et unificatrice, je dirais, c'est ce principe ondulatoire qui est commun chez tout le monde, ouais, dans lequel on va pouvoir puiser la vitalité si on commence un peu à se réapproprier ces champs électromagnétiques qui nous entourent. ouais, Et là, pour ceux qui sont intéressés, je vais citer quelques auteurs et je pense qu'on finira là-dessus ouais, pour aller plus loin et creuser ces sujets. Donc, j'ai cité Georges Lakowski. ouais. Donc, je conseille aux gens d'aller voir un peu ses travaux. Il y a Matteo Tavera, qui est très intéressant, qui a écrit un livre qui s'appelle Mission Sacrée. Donc, pour moi, c'est un livre que je n'ai pas cité au début, mais c'est un livre qui m'a marqué parce que c'est lui qui a écrit, qui a été à l'initiative du mouvement, enfin, du mouvement bio en France dans les années 60. Comment il Et en s'appelle? fait, Mission sacrée? la mission sacrée de Matteo Tavera. Ok, Donc ça, c'est un petit bouquin qui est très sympa à lire parce que il met en lumière un peu le rôle qu'on a, nous, en tant qu'espèce, mais aussi les végétaux, dans cet équilibre électromagnétique. Donc, c'est très intéressant pour prendre conscience de certaines choses. Euh, voilà, donc déjà, c'est avec ces deux auteurs, il y a quand même une vision, pour commencer, qui est intéressante par rapport au bioélectromagnétisme. ouais, Et pour finir là-dessus, on s'aperçoit qu'en fait, plus on creuse dans ces sujets, et plus tout est en interrelation et tout communique par des ondes électromagnétiques. Donc, les cellules, l'ADN communiquent, sont en communication permanente. ouais, Il y a des échanges qui sont assez subtils et qui sont continus.
et que les ondes artificielles d'aujourd'hui sont dans des niveaux de puissance qui sont vraiment, vraiment en inadéquation avec les niveaux subtils des ondes électromagnétiques naturelles qui viennent en perturbation du vivant, finalement. Donc, voilà, j'aime bien appuyer sur le fait d'être vigilant par rapport à comment on consomme aujourd'hui nos réseaux sociaux, parce que on est tous un peu addicts à ça. Vigilant aussi comment on se protège notre foyer et que même si on ne le sent pas, même si on ne le voit pas, les ondes électromagnétiques artificielles ont un impact sur nous, ça c'est évident. Ouais, Après, on y est plus ou moins sensible, hein, ça c'est clair, et on est tous différents par rapport à ça. Mais j'invite tout le monde, voilà, à prendre des préconisations, juste par précaution par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai vu que tu avais interviewé Sébastien Dinaltera. Sébastien, lui, par contre, il a des solutions pour ouais. justement aider à faire de la mise à la terre, etc. Et ça peut aider. Voilà, en gros, si j'avais à Super. conclure Mm. sur notre entretien. Ça marche. Du coup, avant de terminer, tu peux peut-être dire où les gens peuvent te trouver, ce que tu proposes, etc., quoi. Ouais, alors j'ai un site internet naturosapiens.fr, réseaux sociaux Instagram aussi, Naturosapiens. Donc, je propose un accompagnement naturopathique, plus d'un point de vue métabolique, donc perte, prise de poids, fatigue chronique, même si tout symptôme est intéressant pour moi, c'est un peu là où je me sens plus à l'aise. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit aussi aujourd'hui, toute la sphère aussi digestive et hormonale, bien évidemment. J'essaie d'avoir des accompagnements qui sont plutôt sur du long terme. Des accompagnements one shot, c'est pas trop mon truc. Ouais, Euh, Après, j'ai toute la composante électromagnétique. Donc là, j'ai un autre site internet qui s'appelle ondulavie.com. ouais. Et là, c'est plus du diagnostic électromagnétique chez l'habitat pour Ok, comprendre un peu le niveau d'émission des ondes électromagnétiques chez la personne et ok. proposer en face des. Voilà. Super. Bah, on mettra les liens en description de la vidéo si ça vous intéresse d'aller Voilà, voir. s'il y en a qui sont curieux, d'avoir plus d'éléments sur tout ce qui est ondes électromagnétiques, n'hésite pas à me contacter. Je serai OK pour y répondre. Et puis merci Jérémy de m'avoir invité. Bah, je t'en prie, c'était très sympathique en tout cas. Ouais, idem, Allez, plaisir merci à partagé et toi et à bientôt. à bientôt. Salut.